Mercredi 14 août 2019, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir une fois de plus renouvelé votre confiance sans cesse en votre télévision préférée pour le rendez-vous quotidien avec l'actualité au sommaire. Léandre Nzoué procède au dernier réglage avant le 17 août. Hier, le maire de la commune de Libreville est allé voir l'avancée des travaux dans plusieurs sites historiques de la capitale gabonaise. Et puis, le deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo a enfin marché moderne. Son inauguration a eu lieu ce matin au quartier Akournam 2 en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkorbekal. Voilà pour le sommaire. Les détails dans un instant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir et excellent confort d'écoute à toutes et à tous. Je vous le disais tout juste à l'instant au sommaire de cette édition d'information, le Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Nkorbekal, a procédé ce matin à l'inauguration du marché moderne d'Akournam 2. Nous sommes là dans le deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo, un acte qui rentre dans le cadre de la politique des réalisations prônée par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Gaël Boubouagno Lenga, Ozelo Lengola pour plus de détails. Le Premier ministre Julien Nkorbekal a procédé ce jour 14 août 2019 à l'inauguration du marché moderne d'Akournam 2 dans le deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo. Cette structure commerciale a été baptisée du nom de feu Jean-Michel Nzaou, premier maire de cette ville. L'édile d'Ovendo, Jeanne Machougou, épouse Mbagou, s'est exprimée. Depuis que nous sommes à la tête du conseil municipal de notre commune, nous n'avons jamais cessé de nous préoccuper de ce qui pourrait accroître le bien-être matériel et moral de nos administrés. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement, depuis notre tout premier mandat, à transformer radicalement Ovendo et les résultats sont aujourd'hui là, ils sont palpables. La mairesse d'Ovendo n'a pas manqué de conscientiser les commerçantes sur les sacrifices qui ont été faits par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre ce joyau architectural. M'adressant aux commerçantes appelés à exercer dans ce nouvel édifice, je voudrais leur demander d'en faire bon usage, car des réalisations de ce type et de par le temps qui court deviennent plutôt rares. Vous devez comprendre qu'en réalisant ce marché, les pouvoirs publics ont consenti des sacrifices. Ce marché nous est décrit par le directeur général de l'entreprise qui a réalisé les travaux de construction. Le marché d'Akournam 2 que nous livrons aujourd'hui s'étend sur une superficie de 5000 m². Au fin de matérialiser les velléités des autorités municipales, en tête desquelles Madame le maire Jeanne Mbagou, nous avons pensé à un ensemble de bâtiments répondant aux standards techniques et aux normes de l'art. C'est un bâtiment de 2 niveaux qui cumule près de 2500 m² de surface utile. Il couvre la majeure partie des étals et des box et des boutiques. Des circulations horizontales, coursives de plus de 1,70 m et verticales, 3 grands escaliers, permettent de fluidifier les déplacements des usagers et des marchandises. Désormais, les commerçantes vont exposer leurs marchandises à l'abri des intempéries et autres risques liés à la proximité des voies ferrées, d'où la présidente des vendeuses reconnaît les efforts consentis par les autorités municipales. C'est le moment pour nous, femmes d'Ovendo, de remercier aussi Madame le maire de notre commune qui, grâce à son sens d'organisation, vient de nous rendre notre dignité. Hier, en vendant dans la boue, parce qu'il y a un marécage à l'endroit où ce marché vient d'être construit. Mais aujourd'hui, nous voilà dotés de ce cadre de travail qui va nous permettre d'exercer désormais notre commerce dans la propreté et la tranquillité. Monsieur le Premier ministre, nous voudrons vous rassurer de notre reconnaissance infinie et prenons solennellement l'engagement de bien préserver ce cadeau. Le marché Jean-Michel Nzaou d'Akournam 2 dans le deuxième arrondissement d'Ovendo a été construit sur fonds propres de la mairie de cette ville.
Et puis au cours de cette cérémonie inaugurale, la mairesse de la commune d'Ovendo, Jeanne Bagou, a précisé que l'amélioration de la ville a été possible grâce à l'appui du gouvernement de la République et sous de très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndimba. Je vous propose de suivre Jeanne Bagou au micro de Gaël Boboigno-Lenga. Depuis que nous sommes à la tête du conseil municipal de notre commune, nous n'avons jamais cessé de nous préoccuper de ce qui pourrait accroître le bien-être matériel et moral de nos administrés. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement, depuis notre tout premier mandat, à transformer radicalement Ovendo et les résultats sont aujourd'hui là, ils sont palpables. Mais si séduisantes que soient ces multiples réalisations, dont il serait inopportun, à mon humble avis, de dresser ici la liste, ne pouvaient se matérialiser sans le soutien constant des plus hautes autorités de notre pays. C'est pourquoi le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger et les populations d'Ovendo doivent une reconnaissance infinie au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont le dévouement au développement rapide de notre commune ne s'est jamais démenti. Les améliorations de la ville que nous avons effectuées et les engagements que nous avons dû prendre dans l'intérêt des populations ovendoises n'ont été possibles qu'avec l'appui du gouvernement de la République, placé sous votre responsabilité et dont la dynamique est impulsée par le président de la République. Et puis d'une municipalité à une autre, le maire de la commune de Libreville était sur le terrain hier, comme nous vous le disions aussi au sommaire de cette édition d'information. Léandre Nzue est allé constater de l'avancée des travaux engagés pour le 17 août dans les sites historiques de la capitale, à savoir la place de l'Indépendance, le mausolée de feu président Léomba et la pyramide scintillante des feux tricolores de l'ancien ministère des Affaires étrangères. Suivons. Léandre Nzue fait le tour des chantiers engagés par la municipalité de Libreville à quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance. Ce mardi, l'édile de la capitale gabonaise est allé vérifier l'avancée des travaux de réfection du mausolée Léomba, la place de l'indépendance et la pyramide scintillante des feux tricolores de l'ancien ministère des Affaires étrangères. Je fais le tour du propriétaire, les travaux ont été entrepris. Nous avons fait réhabiliter le monument du président Léomba. Nous avons réhabilité la place de l'Indépendance et là nous sommes en train de réhabiliter le géant arbre de Noël. Je suis très satisfait de la tournure qu'a pris cet événement. L'autorité municipale compte également augmenter la luminosité de la première ville du pays en y ajoutant l'éclairage public. Nous allons illuminer la ville parce que depuis un moment, vous constatez que Libreville était un peu dans l'obscurité, mais pour cette fête du 17 août, je pense que les Librevillois seront très satisfaits, contents que leur ville soit très illuminée. Cette visite des chantiers était nécessaire pour s'assurer qu'il n'y aura pas de couac, à quelques jours de la commémoration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Société à présent, Chen Wenxing, patron de la société Wenshan Timber Sarl, implantée au Gabon, plus précisément dans la province de Logoué-Ivindo, a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation en rapport avec l'exploitation illégale du bois. Le tribunal de première instance de Makoko a rendu son verdict le 8 août dernier. Plus de détails avec Audrey Bébian. Souvenez-vous de l'affaire Chen Wenxing, responsable de la société d'exploitation forestière WCTS. Ce dernier avait publié une vidéo sur son site internet intitulée, je cite, « On ne peut pas survivre si on suit les règles. Comment la surexploitation massive et le blanchiment d'argent automatique sont devenus la norme dans les forêts gabonaises. » Fin de citation. Celle-ci démontre les responsables de la dite entreprise expliquant comment ils usaient de la corruption pour contourner la loi. Des faits qui ont mené à l'interpellation en 2017 du concerné lors de la mission de contrôle d'aménagement forestier CAF. Après plusieurs renvois, l'affaire a finalement été jugée le 25 juillet 2019 et délibérée le 8 août dernier. Coupable de délit d'exploitation des essences interdites, dont le plan d'aménagement, de défaut de certificat d'authentification du marteau forestier et de fausses déclarations, des chefs d'accusation qui lui ont valu une amende de 3 millions de francs CFA et 6 millions de francs à verser à l'ONG Conservation Justice qui s'était portée partie civile à titre de dommages-intérêts.
Rappelons que la société WCTS, dirigée par le condamné sus mentionné, avait été dénoncée par l'ONG International Environmental Investigation Agency. Rien à voir avec ce qui précède, l'organisation non gouvernementale Tawaku a fait un important don de produits de première nécessité aux détenus de la prison centrale de Libreville. Cet acte rentre dans le cadre de la célébration de la fête de la Tabaski. Suivons. L'ONG Takaou Askawi vient de faire un don composé des produits de première nécessité aux détenus de la prison centrale de Libreville. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la fête de la Tabaski, célébrée dimanche dernier par la communauté musulmane du monde entier. Nous avons préparé du riz-viande, comme d'habitude, le jour de la fête de Tabaski, ce que nous avons l'habitude de manger. Et moi, je me suis dit, pourquoi passer la fête à la maison et puis laisser nos compatriotes, laisser des musulmans, laisser des personnes non croyantes, même dans les prisons. Il est temps, de temps en temps, qu'on passe à eux et puis venir fêter avec eux. Nous avons apporté du pain, nous avons apporté du pain, du chep viande et puis un peu de tout avec du beurre, parce que c'est des personnes qui se sentent vraiment, ils sont là cachés. Ça ne veut pas dire que, en fait, nous sommes mieux que eux. Voilà. Si nous venons les assister pour au moins leur donner un peu de morale. Un moment de convivialité et d'union pour ces détenus. Occasion pour le leader de cette organisation non gouvernementale de remercier les autorités pénitentiaires. Le directeur de la prison centrale, y compris avec toute son équipe, et nous ne pouvons que les remercier parce que c'est grâce à eux que les détenus aujourd'hui sont en sécurité. Rendez-vous a donc été donné pour l'année prochaine. Santé à présent et sachez qu'il est désormais interdit de fumer dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Libreville. Hier, le ministre en charge de la santé a dévoilé le panneau de signalisation l'interdisant avec pour slogan « Hôpital sans tabac ». Audrey Mébian. Plusieurs spécialistes de la santé se sont retrouvés ce mardi 13 août au CHU de Libreville à l'occasion de la journée mondiale sans tabac en différé, en raison de nombreux décès enregistrés chaque année à cause du tabac selon l'OMS. Ceux-ci se sont engagés dans une lutte sans merci face à ce prédateur. Le ministre de la Santé a donc dévoilé ce panonceau dressé juste à l'entrée de cette structure hospitalière. On peut y voir mentionné « Hôpital sans tabac ». Son directeur général nous édifie. Mais cela signifie deux choses. La première chose, c'est pour les populations, de dire aux populations qu'à partir de maintenant, il est interdit de venir avec une cigarette dans le centre hospitalier universitaire de Libreville. Nous ne tolérons plus que quelqu'un fume dans le centre hospitalier universitaire de Libreville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une instruction, une injonction du gouvernement que le CHL, à partir de maintenant, mette en place des stratégies pour lutter contre le tabac. Ce n'est pas tout que d'avoir une plaque hôpital sans tabac, mais c'est surtout que le gouvernement demande à ce que nous, les experts en matière sanitaire, que nous mettions en place des plans de lutte contre le tabac dans notre centre hospitalier universitaire. Initiative louable, quand on sait que dans cette structure sanitaire et comme partout ailleurs, il n'est pas rare de croiser un fumeur. Pour y remédier, des stratégies de communication ont été mises en place. Il y aura plusieurs moyens de communication. Il y aura les affiches, il y aura la sensibilisation, il y aura la sécurité aussi qui va veiller à ce qu'il y ait personne qui fume dans l'établissement. Il y aura dans chaque service, il y aura un plan par service pour lutter contre le tabagisme. C'est-à-dire que tout sera surveillé, les majors, les médecins, les internes, tout le monde veillera à ce que les patients, les visiteurs qui viennent dans chaque service ne fument pas. Le message est clair. Plus de fumeurs dans l'enceinte de l'hosto au risque d'une expulsion. Cette décision vient à point nommé du fait d'une résolution gouvernementale. Elle concerne aussi tous les établissements sanitaires du Gabon. Le centre universitaire de Libreville a juste ouvert le début d'une longue mission. Santé toujours, la prise en charge des personnes dépendantes du tabac au centre hospitalier universitaire de Libreville est dorénavant possible. Le ministre de la Santé l'a également annoncé hier. Retrouvons une fois de plus Audrey Mébian.
La journée mondiale sans tabac en différé au Gabon a permis aux spécialistes de la santé de mettre en projet la création d'une unité de prise en charge des fumeurs, autrement dit la naissance d'une structure d'addictologie ou de tabacologie au sein de nos hôpitaux. Le but étant de venir en aide aux personnes dépendantes du tabac. Il est urgent qu'on crée ici, dans l'enceinte du CHU, qui est le plus grand hôpital du Gabon, qu'on crée une unité de prise en charge des fumeurs, de ceux qui veulent s'arrêter de fumer. Certes, étant le plus grand hôpital du pays et regorgeant de nombreux spécialistes, le CHU de Libreville manque malheureusement de professionnels dans ce domaine. La tâche revient donc aux pneumologues. L'idée, c'est de pouvoir personnaliser la prise en charge de façon à s'adapter aux patients. Les pneumologues vont mettre en place des procédures avec des plans qui va de l'accueil en passant par le diagnostic et au traitement à la sensibilisation. Donc il y aura les soins, il y aura l'enseignement, mais il y aura la sensibilisation vis-à-vis des malades qui viendront pour des problèmes, parce qu'aujourd'hui c'était le tabac et la santé pulmonaire. Mais nous savons aussi que le tabac n'attaque pas que le poumon. Donc quand le patient viendra, par où il viendra, soit aux urgences, soit en consultation externe, s'il est fumeur, on prendra, puisqu'on va interroger le patient, s'il est fumeur, mais on prendra les dispositions pour le sensibiliser, d'abord le soigner, mais aussi le sensibiliser et lui montrer que le tabac n'est pas bon. C'est ça le rôle que nous devons jouer aujourd'hui. Mettre l'accent sur la sensibilisation constituera l'un des points forts du plan d'accompagnement dans cette addiction au tabac. Tout est une question de volonté chez le patient, car il est difficile pour un fumeur de laisser la cigarette en un jour. Enfin, un service qui prend en charge ce problème de dépendance à la nicotine, une pathologie particulière reconnue au Gabon. L'information, c'est aussi au-delà des frontières gabonaises en Côte d'Ivoire. Le pays n'arrête pas de pleurer la disparition de DJ Arafat. Depuis l'annonce de son décès, les messages pour honorer sa mémoire ne cessent de se multiplier. Le point avec nos confrères de la presse internationale. Quelques heures seulement après la confirmation du décès de DJ Arafat, nouvelle vécue comme un tremblement de terre dans le milieu artistique ivoirien, avalanche d'hommages pour celui qui était considéré comme l'icône du coupé-décalé. Ses amis, les premiers, sont tristes de parler de lui au passé, notamment DJ Mouloukoukou avec qui il a pu avoir des différends. Il veut avant tout retenir les bons souvenirs et leur premier tube, Jonathan. On a partagé beaucoup de choses ensemble puisqu'on a commencé ensemble à la rue Princesse. Je l'affectionnais lui pareillement. Donc on arrivait à se conseiller, on se donnait des conseils. On n'avait pas la langue dans nos poches, on se disait la vérité. Quand il s'agissait de dire la vérité, on arrivait à se parler. C'est dur, c'est très dur, c'est très dur. C'est très dur. Je ne savais pas que je pouvais parler d'Arafat au passé. C'était l'ambassadeur de la musique ivoirienne. C'était un monument. Ça me dépasse, les mots me manquent. Je ne sais quoi faire, je ne sais même pas où me situer. Parce qu'il faut reconnaître, dans une équipe, il y a toujours un capitaine. Comme on le dit, c'est ce monsieur-là même qui tenait le brassard du coupé-décalé. De nombreuses personnalités ivoiriennes ont aussi multiplié les déclarations sur les réseaux sociaux. Didier Drogba par exemple, ex-international et attaquant emblématique des éléphants de la Côte d'Ivoire. Preuve de son influence, des hommages seront rendus à DJ Arafat dès ce soir au stade d'Angré où il avait récemment débuté sa tournée. Ses fans, eux, ne cessent de sillonner les rues afin d'être aux premières loges des obsèques de leur artiste préféré. La présidentielle en Tunisie, c'est dans un mois. Il y a beaucoup de candidats. 98 dossiers ont été déposés, dont 12 par des femmes. Le point avec nos confrères de la presse internationale. Le truc de Maïla, là, je vais faire ça demain. Un défilé de candidats. Entourés de leurs conseillers, acclamés par leurs partisans, ils ont tous l'espoir de succéder en septembre à Béji Caïd Essebsi. Parmi ces hommes politiques, une femme, Selma Eloumi Rekik. Ex-ministre du Tourisme, ancienne directrice du cabinet du chef d'État défunt, elle est désormais candidate pour devenir la première présidente de la Tunisie.
Je représente tout le peuple tunisien dans toutes les régions et surtout la femme tunisienne. Une femme qui travaille dans tous les secteurs économiques, social, politiques. Et pour preuve, il suffit de regarder autour de vous. Il y a ici plus de journalistes femmes que de journalistes hommes. Des femmes présentes dans les médias, sans doute. Mais en politique, elles restent l'exception. Sur les 98 candidatures déposées pour la présidentielle anticipée, seulement 12 sont des femmes. Et la plupart ne doivent leur candidature qu'aux citoyens qui les parrainent, à l'instar de Leila Amami, qui a réussi à réunir 10 000 signatures. L'avocate Abir Moussi est ainsi l'une des rares à avoir le soutien d'un mouvement politique. Présidente du Parti des Historiens libres, elle défend l'héritage du régime Ben Ali et s'oppose farouchement aux islamistes et au parti Ennahda. Notre priorité est de combattre le terrorisme, de maintenir la sécurité et revenir à notre base d'un État civique et indépendant. Mais le plus important dans notre programme électoral, c'est surtout l'éducation, la santé, les droits de la femme tunisienne, mais aussi la promotion de la classe moyenne et l'économie. Un discours aux airs de campagne. Mais avant d'aller à la rencontre des électeurs, les candidats, hommes et femmes, devront convaincre l'instance supérieure indépendante des élections. Celle-ci dévoilera la liste définitive des candidats le 31 août. Ainsi prend fin cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain jeudi, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie de nos programmes. Comme j'ai coutume de le dire, l'avenir reste toujours et toujours sur nos antennes. Bonsoir chez vous.